pourront pas être présents. Donc voilà, je commence l'enregistrement. Donc, je suis contente de voir qu'il y ait plus de 85 personnes présentes déjà. Donc, ça veut dire que pratiquement tous les étudiants qui doivent partir se sont connectés. Donc, c'est bien. Voilà, donc déjà, bonjour à tous. J'espère que les examens se sont bien passés, que maintenant vous allez pouvoir être concentrés à 100% sur votre départ en mobilité l'année prochaine. Donc cette réunion, elle a vraiment pour but de vous donner les dernières consignes pour préparer toutes les démarches administratives, terminer les démarches administratives que vous allez devoir faire, et puis que tout se passe au mieux pour votre arrivée sur place. Et là, vous avez tout l'été pour préparer. Alors, un mot, bien sûr, de la situation sanitaire vous connaissez la situation en France et en Europe. Vous suivez l'actualité dans le monde entier, puisqu'il n'y a pas que l'Europe. Donc, on est quand même relativement et raisonnablement optimiste sur le fait que la plupart des mobilités vont pouvoir avoir lieu. On a eu juste une annulation jusqu'à présent d'une université canadienne qui a annulé la mobilité pour le premier semestre. C'est l'université de Laval, mais pour l'instant, toutes les autres maintiennent leur mobilité. Au niveau de l'Europe, les restrictions sont en train d'être levées sur la vie sociale dans beaucoup de pays. On parle même que les frontières vont être rouvertes pour le tourisme cet été. Donc, il n'y a pas de raison qu'en Europe, vous ne puissiez pas partir. Et on espère, et tous nos partenaires disent la même chose, pouvoir reprendre un enseignement au moins partiellement en présentiel dès la rentrée de septembre, jusqu'à retrouver une vie à peu près normale. Bon, le calendrier vaccinal avance en France. Après, c'est un point de vue personnel, mais je pense quand même que si vous avez l'occasion, dès que vous avez l'opportunité de vous faire vacciner, ça sera quand même un sésame qui va vous ouvrir pas mal de portes. Donc, voilà. Alors, donc, préparer son départ en mobilité. Donc, je vais... Voilà. Alors, le contexte particulier, voilà, j'en ai déjà parlé. Et en fait, cette présentation, on l'a modifiée de l'année dernière, mais on se retrouve un petit peu dans une situation relativement similaire à l'année dernière, mais peut-être quand même un peu meilleure, on espère. Alors, comment je passe à la diapo suivante? Il faut que j'aille là. Voilà. Alors, prêt pour le grand saut? Alors, juste pour... commencer sur une note un petit peu humoristique, je vais vous montrer une petite vidéo sur YouTube, si ça marche. Non, ça ne marche pas. Alors, attendez, évidemment, ça serait trop beau. Ah! Bon, alors, oui. Oui, voilà. Alors, oh là là. Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, je crois qu'on va se passer de la petite vidéo. Hein. C'est dommage, mais tant pis. Bon, ça, j'ai pas vérifié comment faire. Vous aurez le lien et puis peut-être que vous pourrez la regarder. Voilà, alors là, cette image-là est un peu... pour représenter un peu, c'est vous allez sauter en parachute parce que pour beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, de toute façon, la mobilité, c'est une première expérience, même si certains, je pense, ont déjà voyagé, peut-être même seuls, sans les parents, mais partir une année, faire des études dans une université étrangère, c'est quand même une expérience nouvelle pour vous. Et donc, vous n'êtes pas tout seul, c'est vrai que ça va vous permettre de développer plein de capacités et de vraiment grandir, on en est convaincu à tous les niveaux, mais on sera toujours là pour vous soutenir et pour répondre à vos questions quand vous en aurez certainement. Alors, le plus peut-être rébarbatif dans tout ça, et vous avez déjà commencé, c'est les formalités administratives, mais on ne peut pas échapper à ça, ça fait partie des règles du jeu. Donc, on va vous aider. Alors, attendez, parce que moi, j'ai un petit problème là. Donc, tant pis. Donc, vous avez normalement
reçu, alors peut-être pas tous encore, un mail de votre université d'accueil. Pour vous expliquer là où on en est au niveau de la procédure, une fois que donc on vous a nommé, enfin on vous a sélectionné pour telle ou telle université, vous avez confirmé que vous acceptiez cette destination. Donc nous, on doit nommer l'étudiant dans l'université d'accueil. Le problème, c'est que chaque université a un petit peu son calendrier et sa procédure de nomination. Certaines nous demandent simplement un mail avec votre nom et votre adresse email et elles vous contactent après directement. Pour la plupart des universités, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a souvent une plateforme informatique à laquelle on a accès, nous, par un code. Voilà, on n'a pas toujours le mot de passe qu'il faut. Donc, parfois, c'est un petit peu long. Là, à ce jour, au jour d'aujourd'hui, tous les étudiants ont été nommés, sauf deux, parce que j'ai encore un problème avec une université, c'est l'ISEG à Lisbonne. Donc, les deux étudiants en éco-gestion à Lisbonne ne sont pas encore nommés, mais voilà, ça va rentrer dans l'ordre et on est encore dans les temps. La date limite n'est pas arrivée. Donc, ceux de Juan Carlos, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas reçu de nouvelles. J'ai fait votre nomination seulement hier parce qu'on avait aussi des problèmes. Leur plateforme buguait. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas reçu. Mais très rapidement, vous allez donc recevoir ce mail avec des renseignements sur votre procédure d'inscription. Et à ce moment-là, c'est à vous de faire les démarches, bien sûr en respectant les délais. Il y en a certains qui sont déjà bien avancés dans la procédure. Parmi ces choses à faire, il y a le fameux contrat pédagogique ou plan de cours ou learning agreement. Alors, on va revenir bien sûr plus en détail là-dessus. Sachez que le grand principe qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que lors de votre année, vous validiez 60 ECTS au minimum, c'est-à-dire en général 30 par semestre. Ça peut être 27 le premier semestre et 33 le deuxième semestre ou l'inverse, peu importe. Mais en tout cas, dans l'année, il faut que vous ayez, pour valider votre année, que vous ayez les 60 ECTS. Parmi ces 60 ECTS, vous pouvez choisir des cours de langue, mais il ne faut pas que ça dépasse 10% du total, c'est-à-dire pas plus de 6 ECTS. Par exemple, si vous partez en République tchèque et vous avez envie de faire du tchèque pour débutants, ben, vous pouvez faire du tchèque pour débutants ou du grec à Athènes, mais voilà, pas plus de 3 par semestre ou 6 en tout cas sur l'année. Et également, donc depuis l'année dernière, on donne la possibilité aux étudiants de rendre un rapport de mobilité et une petite vidéo sur leur expérience, une vidéo ou un petit montage diaporama de 3 à 5 minutes, qui nous sert aussi à alimenter notre vidéothèque et notre photothèque pour les futurs étudiants, parce que c'est toujours agréable. Voilà, donc après, je répondrai aux questions. Je vois qu'il y a des questions qui s'affichent dans le chat, hein, les questions particulières. Donc, moi, je vous conseille quand même ces 6 ECTS pour la vidéo et le rapport mobilité, de ne pas compter dessus, c'est-à-dire de les prendre en surnuméraire. Hein. Je vois que Delphine est d'accord avec moi, parce qu'il se peut, et ça arrive quand même assez régulièrement, que des étudiants aient un problème avec une des matières et c'est plus difficile que ce qu'ils pensaient ou ils n'arrivent pas à valider. Bon, donc si vous ne validez par exemple que 54 de vos matières sur les 60 que vous aviez prises, eh bien, il y aura quand même ces 6 ECTS de rapport de mobilité qu'on pourra vous accorder et qui vous permettront de valider votre année. Donc, ne les comptez pas dans votre Learning Agreement. Vous choisissez suffisamment de cours pour arriver à 60 ECTS et il y aura toujours ce rapport de mobilité en plus. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Voilà, vous pourrez toujours nous renvoyer une vidéo ou un diaporama, mais simplement, vous n'aurez pas besoin des ECTS correspondants. Alors, attendez, hop là. Voilà, donc, alors, pour ce fameux plan de cours ou Learning Agreement, on va revenir encore en détail là-dessus et je pense que mon collègue aussi vous expliquera pour le second semestre plutôt comment ça va se passer. Alors, il y a deux modèles en général. Alors, un crédit correspond à combien de CTS? Alors, tout dépend où vous partez. La plupart des pays européens fonctionnent avec le système ECTS, donc un crédit européen, un crédit en Espagne équivaut à un crédit en France. Hein. Par contre, il y a des endroits où c'est différent. Par exemple, en Angleterre, c'est les CATS. Donc là, un CAT équivaut à 2 ECTS. Donc en fait, les étudiants doivent valider 120 crédits anglais
pour 60 ECTS. Pour Montréal, c'est l'inverse. C'est un crédit canadien équivaut à 2 ECTS. Donc, vous devez choisir que 15 crédits canadiens par semestre, ce qui correspond en général à 5 matières, puisque chaque matière au Canada équivaut à 3 crédits. Pour les États-Unis, c'est pareil, je crois, Agathe. Voilà, j'en suis quasiment certaine. Hein. Donc, un crédit américain équivaut à 2 ECTS, donc vous devez valider 30 crédits américains ou canadiens sur l'année. Mais pour les Européens, c'est voilà. Donc Delphine, ma collègue, donc vice-doyenne des relations internationales, confirme hein, que dans le chat, si je vais sur le chat, il a disparu. Je vois plus ton message. Bon. Non, ah oui, d'accord. Oui, vas-y Delphine, prends la parole, je t'en prie. Rebonjour. Je précisais effectivement que la vidéo de mobilité, hein, de témoignage de mobilité, il faut vraiment la considérer comme surnuméraire ou vous permettant de compléter si vous manque par exemple 1 ou 2 crédits ECTS parce que parfois vous allez obtenir 58 crédits ECTS et donc ça permet d'aller jusqu'à 60. En revanche, elle vous sera gratifiante également pour le certificat de compétences internationales dont on vous a déjà parlé lors des précédentes réunions et dont on vous reparlera tout à l'heure. Voilà, merci. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur le Learning Agreement. Donc, cette année, il va y avoir un changement et donc Johan va confirmer ça. On va passer normalement à une formule dématérialisée, c'est-à-dire que tout va se faire maintenant en ligne, ce qui sera quand même beaucoup plus simple parce que jusqu'à présent, c'est donc un papier que vous devez remplir qui est assez compliqué et que je dois signer pour valider. En fait, il est signé par 3 parties, par vous-même, l'étudiant bien sûr, par l'université qui vous envoie, votre université d'origine, et c'est en général moi qui vérifie que vous choisissez bien des matières compatibles avec votre cursus, hein, que vous n'allez pas faire de la musique ou du théâtre, même si c'est très bien, mais voilà, on va quand même vous valider une licence de droit ou une licence d'économie, donc je vérifie quand même que les matières sont cohérentes. Et je signe et après votre université d'accueil signe également. Donc c'est un contrat tripartite qui engage les parties. Donc l'université d'accueil s'engage à vous fournir ces cours-là, à fournir des examens et une note au retour. Hein. Pour les mobilités hors Europe, donc, par exemple, essentiellement cette année le Canada et les États-Unis, en fait c'est déjà quasiment fait puisque les universités vous envoient une liste de cours que j'ai déjà signée. Simplement, vous pouvez peut-être dès le mois de septembre nous renvoyer un modèle définitif pour qu'on le mette bien dans votre dossier parce que des fois ça manque. On a surtout ceux qui partent au Canada et tout ça, qu'on soit bien sûr d'avoir votre plan de cours à jour. Alors, je vais vous montrer un modèle, à quoi ça ressemble. Voilà, il est là. J'en ai rempli un. Oh là là, j'ai des problèmes avec mon... Pourquoi ça fait ça? Oh, j'ai des problèmes avec ma souris. Bon. Oh là là là. Non, alors c'est pas ça que je veux faire. Parce que j'ai 2 écrans. Oh là là, attendez. Je suis désolée. Peut-être, Johan, tu peux prendre la parole un petit peu pour expliquer pendant que j'essaie de résoudre mes problèmes de souris. Tu m'entends, Johan, ou pas? Non? Ah, j'entends plus personne, moi. Ça, c'est... J'ai des problèmes de connexion? Oh là là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah bon, d'accord, ok. Donc, c'est revenu. J'ai dû avoir un petit problème de connexion, ça m'arrive de temps en temps. Alors, voilà, je vous montre. Est-ce que vous voyez sur votre écran le contrat pédagogique? Oui. Alors voilà à quoi ressemble un contrat pédagogique que vous allez signer. Donc là, j'ai rempli avec donc student, l'étudiant c'est vous, donc Jean Dupont, vous êtes né le 10 septembre 2001, votre nationalité, sexe. Alors, cycle d'études, c'est soit vous mettez 1, le cycle 1, ça correspond à la licence, undergraduate en anglais. Le cycle 2, ça correspond au master.
Voilà, et le cycle 3, ça correspond au doctorat. Donc, vous êtes tous en cycle 1. Votre domaine d'études, donc soit law ou economics ou economy, comme vous voulez. L'établissement d'envoi, donc ça c'est pré-rempli, ça sera pré-rempli, on vous enverra, on mettra sur la plateforme, hein, je pense sur le site Sadja, tu pourras mettre le modèle déjà pré-rempli avec Université Paris-Saclay, Faculté Jean Monnet. Donc on met mon nom parce que c'est moi la coordinatrice pédagogique, voilà, ça c'est le code Erasmus de Paris-Saclay, l'adresse. Et j'ai déjà pré-rentré. Oh là, je me suis trompée. Oui, ben, je veux vérifier. C'est RI Jean Monnet. Il y a 2 adresses, donc la mienne et puis RI. Donc, on fera attention de corriger ça. Et ensuite, alors, bon, par l'université d'accueil, là, j'ai mis par exemple l'université Palaki à Olomouc, Faculty of Law, le code Erasmus. Donc là, ça, par contre, ça sera à vous de trouver les informations de votre université d'accueil, de remplir ça. Et pareil, de mettre le nom de la personne de contact. Voilà. Donc, ensuite, votre période de mobilité, ça, c'est le premier tableau que vous devez remplir avant la mobilité, donc avant de partir. Là, maintenant, hein, à partir de maintenant, vous allez pouvoir faire ça. Donc, de septembre 2021 à juin 2022 pour la plupart. Et là, vous allez rentrer, alors souvent, il y a un code, là, j'ai mis n'importe quoi, mais souvent sur la liste de cours auxquels vous avez accès sur le site des universités, on vous donne un code et surtout l'intitulé de la matière que vous allez suivre. Voilà, Constitutional Law, semestre 1, voilà. Pour l'instant, je pense que vous n'allez remplir que pour le premier semestre, même si vous partez pour l'année. Cette année, comme il va y avoir un changement et qu'au deuxième semestre, les Learning Agreements vont être en ligne, je pense que le mieux, c'est de ne choisir vos matières que pour le premier semestre pour l'instant. Et à chaque fois, vous mettez le nombre de CTS et vous devez arriver à un total de 30. Ensuite, donc, le niveau de compétence linguistique en la langue dans laquelle vous avez suivi les cours, soit en anglais ou en espagnol, par exemple, et votre niveau, donc là, B2, normalement, vous avez en général au moins le niveau B2 pour suivre les cours en anglais. Le tableau suivant, qui s'appelle reconnaissance de la mobilité dans l'établissement d'envoi, franchement, on s'en sert pas et c'est pas la peine de le remplir. En fait, c'est normalement l'équivalent, les cours que vous auriez suivis en L3 si vous étiez resté à Jean Monnet. Mais comme vous avez une très grande liberté de choix dans vos cours, franchement, ce tableau, vous inquiétez pas de ne pas le remplir. Par contre, ce qui est important, c'est le tableau avec les signatures. Donc voilà, votre nom, votre donc statut, c'est vous êtes étudiant. Moi, ça sera pré-rempli. Brigitte Laborde, Outgoing Mobility Coordinator en anglais, je mets ça, et la date à laquelle je vais signer, et je signerai effectivement votre Learning Agreement, et ensuite, vous le présenterez bien à votre université d'accueil, et la personne le signera également. Alors, les matières, on répondra aux questions après si vous voulez, je termine avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la mobilité? Il y a un tableau qui s'appelle pendant la mobilité. Très souvent, quand vous arrivez sur place au mois de septembre, vous vous rendez compte que peut-être certains cours que vous aviez choisis ne soient pas disponibles ou alors qu'il y a des problèmes d'emploi du temps ou vous assistez à un cours et vous vous rendez compte que c'est pas ça va être trop difficile ou pas ce que vous auriez voulu. Donc, vous pouvez changer. On vous donne la possibilité de modifier votre plan de cours. Alors, en général, il y a une date limite quand même, c'est-à-dire que ça peut durer les 15 premiers jours, voire le premier mois du semestre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un changement? Il faut l'indiquer dans cette partie-là. Modification exceptionnelle apportée au tableau A. Je recommence à avoir des problèmes avec ma souris. Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, hein, j'essaye de retrouver. Voilà. Donc, vous indiquez la matière que vous supprimez, par exemple Constitutional Law, et vous cochez dans la case composante supprimée, deleted, vous cochez. Et à la place, vous la remplacez par une autre matière qui s'appelle Maritime Law, et là, vous cochez dans Added Component, composante ajoutée. Reason for change, alors là, normalement, on vous donne, je ne l'ai pas là, mais on vous donne des modifications, des codes. Par exemple, la raison 1, c'est conflit d'emploi du temps. La raison 2 n'est plus disponible. Enfin, bon, peu importe.
et surtout le nombre de crédits pour que moi, puisque ça doit être signé de nouveau, je dois de nouveau approuver votre changement de cours. Je veux être sûre que si vous supprimez une matière à 6 ECTS, vous ne la remplacez pas par une matière à 3 ECTS parce qu'au final, on se retrouvera à la fin de l'année où il vous manquera 3 ECTS. Voilà. Et de nouveau, il y aura les parties 3 signatures. Voilà. Donc, je vais revenir sur… voilà. Voilà, donc là pour le Learning Agreement, je répondrai aux questions, mais c'est surtout ça que je voulais vraiment insister parce qu'après j'ai plein de questions, vous ne savez pas comment le remplir et c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc le modèle pour l'Europe, en tout cas pour Erasmus, sera disponible, on va vous le mettre en ligne sur le site de la faculté. Donc vous utiliserez ce modèle pré-rempli pour le remplir et me le renvoyer. Si possible, en format Word, je préfère parce que moi, c'est plus facile. Je peux intégrer ma signature directement dedans. Je n'ai pas besoin de l'imprimer, de le scanner. Bon, je peux, hein, mais dans la mesure du possible, essayez de me le renvoyer en format Word. Alors, au niveau des démarches, on continue. Vous devez avoir, bien sûr, si vous partez en Europe, la carte de sécurité sociale européenne. Et pensez à la demander dès maintenant sur le site amélie.fr. Alors, il y a une question. Quand est-ce qu'on doit le renvoyer? Bon, je répondrai aux questions après. Si Delphine, non, quelqu'un veut prendre la parole? Non, c'est bon. L'assurance, c'est important aussi. Vérifiez que vous êtes bien couvert par une assistance rapatriement. Ou sinon vous en souscrivez une auprès de Mondial Assistance ou Europe Assistance, enfin voilà, d'autant plus ces dernières années avec le Covid, ça a été utile. Et puis bon, on ne sait jamais, vous pouvez aussi être victime d'un accident, avoir un problème de santé, et donc c'est toujours utile d'avoir ce genre d'assurance. Vous pouvez aussi vous enregistrer sur le site Service Public pour rester en contact avec l'administration française pour les élections, sauvegarde de vos papiers, etc. si vous avez un problème. Alors, aussi, vous devez, là, c'est pas facultatif, maintenant, vous enregistrer sur Ariane, donc sur ce site-là. De toute façon, la présentation PowerPoint aussi sera accessible, on la remettra sur le site internet, donc vous pourrez revoir ces diapos sur fil d'Ariane, voilà. Commencez maintenant, enfin, dès que vous allez recevoir en fait des nouvelles de votre université d'accueil, vous pourrez commencer les démarches pour trouver un logement. Alors, très souvent, l'université d'accueil vous envoie des renseignements. Il y a parfois des résidences universitaires auxquelles vous pouvez avoir accès, ou sinon, elle vous donne des contacts sur place. Et nous aussi, on peut vous donner les contacts des étudiants de Jean Monnet qui sont déjà sur place. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà en contact avec eux, m'ont demandé les adresses. Donc, ça peut être aussi un bon plan pour trouver… parfois, ils quittent leur logement, vous pouvez prendre la suite ou les colocations dans lesquelles ils se trouvent. Alors, oui, on a rajouté une petite phrase. Attention aux offres de logement à des tarifs très ou trop alléchants. Il y a quelques années, il y a des étudiants qui s'étaient fait arnaquer comme ça. Ils avaient versé de l'argent pour un appartement qu'ils devaient partager à plusieurs en Italie et en fait, compte, cet appartement n'existait pas et ils n'ont jamais pu récupérer, je pense, leur argent. Mais ça, bon, c'est comme tout, il faut un minimum de bon sens et de sécurité, de prendre un peu de marge de sécurité. Donc, évitez tout envoi d'argent par virement bancaire, privilégiez les paiements par carte bancaire parce qu'il y a une assurance, voilà. Et ne répondez pas à des annonces pour des hébergements trop parfaits. Alors, j'ai eu une question tout à l'heure sur les EAD. Oui, vous avez la possibilité de suivre 2 enseignements, 2 cours. Donc, je ne sais jamais, Delphine ou Sadja, si c'est 1 par semestre ou 2 par semestre. Normalement, c'est plutôt 1 par semestre. 1 par semestre. Hein, donc, une grosse matière. Selon les masters donc, auxquels vous souhaitez vous inscrire l'année suivante, donc vous pouvez par exemple suivre un cours en droit pénal ou en droit notarial si c'est des masters qui vous intéressent. Alors l'inscription, vous devez vous inscrire mais c'est gratuit, vous ne paierez pas et voilà, c'est 2 matières maximum par an. C'est maximum 2, oui. Ouais, voilà. Ouais. Il n'y aura pas de devoir à rendre, il n'y aura pas d'examen, mais on vous délivrera une attestation d'assiduité
qui prouvera que vous avez bien suivi les cours à la fin de l'année. Et ça vous permettra, si vous postulez à un master, de dire que vous avez quand même connaissance de ces fondamentaux-là. Normalement, voilà, il n'y a pas de… Une mobilité n'est jamais une barrière à un master. Hein. Ça, on n'insiste pas assez là-dessus, mais j'insiste encore dessus. Voilà, donc les cours seront mis en ligne fin octobre, c'est pas dès ce mois de septembre, hein, donc ne vous inquiétez pas si ça paraît un peu long au début, mais ça viendra, vous aurez accès aux cours. Alors, les dates clés. Peut-être que là, je vais laisser la place à mon collègue Johan qui s'occupe, donc Johan Bienferrer, qui est responsable de la mobilité sortante, cette fois à la DRI, la Direction des Relations Internationales, donc pour tout Paris-Saclay, à Orsay. Donc Johan, si tu veux intervenir, je te laisse la parole volontiers. Par contre, on ne t'entend pas. Non. Non, on ne t'entend pas, Johan. Tout à l'heure, on t'entendait bien. Bien sûr. Vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est bon là. C'est bon. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, toi, tu nous entends pas? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, Johan. Alors. Dans le chat, tu vois pas dans le chat? On te dit que c'est bon? Tout le monde t'entend? J'ai été en contact avec pas mal d'entre vous par email. Oui, il y a peut-être un décalage, effectivement, mais on t'entend quand même. Alors là, on l'entend. Donc, tout d'abord, Alors là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je ne l'entends plus. d'avoir décidé. Non, mais il ne doit pas avoir un bon réseau parce que là, ça coupe. Ouais. Ça ne fonctionne pas, Johan. Oui. Ah oui, peut-être qu'il faut couper la caméra, tout à fait. Je pense que c'est la bande passante. Vivement le retour à la vraie vie. Hein. Ah oui, là, parce que franchement. Alors, je suis là. Super. On t'entend cette fois. Ok. Est-ce que c'est en direct maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de décalage? Oui, c'est bon là. Ouais. Ok. C'était un peu bizarre parce que je parlais, mais je ne savais pas si vous m'entendiez. Ok, désolé. Bon. Je ne sais pas si vous avez entendu, donc félicitations à tout le monde. Je ne sais pas si ce message est passé tout à l'heure. Non, c'est bon, vas-y. Ok. Donc, je reprends. Donc, je disais donc, les dates clés que vous avez reçues par email avec les choses importantes avant de partir. Donc, si tu veux, Brigitte, passer à la deuxième. Donc, ce petit, c'est important que vous avez reçu par email. Et donc, c'est par rapport à deux formulaires importants qui sont présents donc, sur le portail pour les étudiants sortants. J'ai même rajouté les dates en rouge devant les deux noms pour pas que vous vous trompiez de formulaire, du fait qu'il y a ceux de l'année dernière et ceux de l'année à venir. Donc, les deux formulaires importants, le formulaire complétez votre dossier, qui sera complété donc maintenant, avant de partir, pendant votre mobilité et après retour.
Et le deuxième formulaire qui est pour demander une aide à la mobilité, donc une bourse, qui sera à compléter une seule fois, donc entre le 15 mai et le 30 juin. Si vous voulez, Brigitte, je vais passer à la prochaine slide. Donc pour compléter votre dossier, donc vous allez voir, c'est plutôt rapide. Il y a donc une partie avant la mobilité où vous allez devoir renseigner certaines informations, télécharger certains documents, donc certificat de scolarité, la lettre d'acceptation si vous l'avez déjà reçu, un engagement étudiant, donc vous pouvez cliquer pour le télécharger, vous signer, vous le retélécharger sur la plateforme. Le contrat pédagogique, Oui. On nous tu peux pose passer à la suivante. Oui, excuse-moi, le contrat pédagogique, on nous pose souvent la question et ça revient régulièrement, donc il faut vraiment que les étudiants là fassent attention. Ils le trouvent à quel moment? C'est à ce niveau-là, c'est souvent la question qui revient. On ne trouve pas le contrat pédagogique. Si tu peux nous en dire plus là-dessus. Sadja, c'est justement ce qu'on appelle le contrat pédagogique, c'est ce fameux Learning Agreement dont j'ai parlé. Alors, oui, mais alors, donc, qui est assigné par la présidente, c'est quoi? Non. C'est autre chose? Non, d'accord. Ça c'est juste le contrat avec vos cours, donc signé par vous et Brigitte Lavant. Voilà. Il faut différencier. Oui. Différencier pédagogique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le contenu des cours que les étudiants vont suivre, et le contrat de mobilité qui est un contrat simplement administratif. Donc ça, c'est autre chose. Mais pédagogique, c'est le Learning Agreement. Oui. Moi, je parlais de contrat administratif. Oui. Ok. Oui, donc ça, Joanne va en reparler. D'accord. Je veux bien, oui, parce que c'est souvent la question qui revient. Je te laisse, Johan, continuer. Donc ensuite, les différentes assurances. Donc voilà, bien prouvé que vous serez assuré pour partir. Donc avec l'inscription Ariane. Donc ça, c'est vraiment pour les parties obligatoires. C'est plus pour la sécurité, voilà, qu'on sache bien que vous êtes inscrit quelque part en cas de problème, surtout suite à la pandémie qu'on a vécu, enfin qu'on vit toujours, mais qu'on a vécu l'année dernière. Et la prochaine slide. Et donc cette année, donc toujours en raison de la pandémie, vous avez un questionnaire de santé à remplir. Donc vous avez juste à le cliquer, vous pourrez le remplir sur votre ordinateur et à le renvoyer à indiquer. Donc nous, pour les relations internationales, on ne verra pas ce questionnaire parce que c'est médical, donc c'est privé, mais c'est envoyé, donc c'est traité par les médecins. Et voilà, donc ils regardent, vous avez une série de questions à répondre pour voir si vous n'êtes pas une personne à risque. Enfin, voilà, c'est vraiment pour la médecine préventive et elle peut vous donner des informations importantes selon vos réponses. Donc voilà, ce questionnaire est obligatoire à remplir et à envoyer avant votre départ en mobilité. Pour la deadline, donc pour le mobilité, donc c'est à faire le plus tôt possible parce que pour faire votre demande de bourse, donc entre le 15 mai et le 30 juin, vous aurez besoin d'avoir complété cette partie-là. Donc voilà, je vous conseille très vivement à le remplir le plus rapidement possible. Pour les étudiants qui partent en Erasmus, vous avez donc d'autres documents à fournir. Donc la copie du contrat mobilité, donc vous l'avez normalement reçu par email également. Donc là, c'est le contrat qui vous engage avec le programme Erasmus que vous devez signer et nous envoyer par la poste. Et nous, on le fera signer par la présidente et après, on vous renverra une copie électronique avec les deux signatures. Je te remercie, Johan. C'est bien de cela dont je voulais parler. Donc, celui-ci, ils le reçoivent par mail, les étudiants. C'est ça? Voilà, normalement, tout le monde l'a déjà reçu ou presque. Si vous ne l'avez pas reçu, voilà, vous envoyez-moi un petit email. Mais voilà, normalement, tout le monde l'a reçu vendredi ou en début de semaine. Regardez vos spams aussi, parce que comme c'est un email de masse, regardez les spams et voilà, donc vous devez le lire, l'imprimer, le signer, le renvoyer par la poste.
Bah, merci d'avoir assisté parce que c'est vraiment ce qui revient. Donc, faites bien attention à ce fameux contrat justement parce que c'est souvent problématique. Soit ils n'ont pas fait attention, soit ils ne l'ont pas vu. Et c'est ce qui nous lie, quoi. C'est quand même un contrat important. Merci beaucoup. Excuse-moi, il y a une question de si on va au rattrapage en droit, est-ce qu'on doit attendre les notes avant de remplir le dossier de mobilité? Non, parce que voilà, on verra début juillet. Effectivement, si vous ne validez pas, bah, on ne vous autorisera pas à partir, mais ça va être trop tard après. Il faut déjà que vous prépariez votre mobilité en faisant tout, bien sûr. Même si vous n'avez même si vous n'avez pas reçu encore votre lettre d'acceptation officielle de l'université d'accueil, on vous demande de commencer à remplir tous ces dossiers pour éviter après de prendre du retard et de rater les deadlines suivantes. Et juste une question par rapport au questionnaire médical que Oran a posé. Il n'y a pas de question là sur le vaccin dans le questionnaire, je pense. Mais voilà, c'est pas pour l'instant, c'est pas il n'y a pas encore cette question de vaccin qui va avancer la possibilité de vaccin. Voilà. Ah ok, pardon. Mais mais de toute façon, c'est pas, s'il y a quelque chose, un point bloquant au niveau médical, c'est les médecins qui vont directement qui vont venir vers vous. De toute façon, la vaccination, elle n'est pas ouverte aux étudiants de votre âge pour l'instant. Donc, pour l'instant, on ne peut pas être sur les moins. Oui. À partir du 15 juin, si vous avez la possibilité d'être vacciné, oui, bien sûr, faites-le. Mais ce n'est pas ça qui va impacter le fait que le médecin va vous donner le feu vert pour partir. Hein. Il y a pas de... Alors, pour toutes les questions administratives liées à ces formulaires, vous pouvez envoyer un email à l'adresse outgoing. Elle est un partout sur le site ou à outgoing.international@université.fr. Et sinon, la carte européenne d'assurance maladie, pas besoin de l'envoyer par la poste. Vous devez juste, avec le contrat, vous devez juste la mettre directement en ligne là sur la formulaire. Voilà, j'ai remis dans le chat l'adresse. Donc, merci. Ouais. Donc ensuite, alors n'oubliez pas quand vous avez bien sélectionné, téléchargé tous les documents sur la partie avant de partir en mobilité que tu es fait. N'oubliez pas de valider le formulaire. Donc, il y a un petit truc à la fin, en bas, marqué compléter, et après envoyer le formulaire pour qu'on puisse le traiter. Le questionnaire de santé est obligatoire pour tout le monde. Tout le monde doit le remplir, peu importe votre destination. Marion, excuse-moi, Yoann, pour répondre à votre question, oui, pour l'instant, il faut que vous fassiez toute la procédure en double parce que malheureusement, l'année dernière, pour le Canada, on a su assez tard que les mobilités étaient annulées. Donc, on ne le souhaite pas, mais si jamais le Canada, je sais qu'au Québec, ils ont quand même une troisième vague, donc ils ont du mal aussi à se sortir. Si jamais au mois de juillet, ils décident finalement d'annuler les mobilités pour septembre, ben, vous aurez au moins votre plan B. Et par contre, si vous partez au Canada, nous, c'est pas grave, on enverra un mail à l'université, je sais pas où vous devez partir, à Olomouc ou à Munich, je sais plus, pour leur dire finalement notre étudiant ne viendra pas et on est habitué à recevoir ça. Mais la démarche, elle est à en double du coup. Ouais. Bah, tu peux passer à la slide suivante. Sur le fait de bien commencer, voilà, de ne pas vous y prendre à la dernière minute pour les formulaires, surtout celui-là, parce que ça impacte évidemment toute la suite. Le deuxième formulaire qui sera à remplir une fois, qui est assez important, qui est très important parce que c'est une question d'argent, donc c'est candidater à une aide à la mobilité, donc à une bourse. Le formulaire ouvre le 15 mai jusqu'au 30 juin, donc vous avez un mois et demi, donc ça vous donne tout le temps nécessaire pour le compléter et envoyer les documents demandés. Donc là, il y a une liste, mais vous verrez le formulaire quand il y aura tout ça. Donc c'est très simple. Donc là, je vais rapidement passer sur les différentes bourses qui vous sont disponibles. Mais en gros, comment ça se passe de notre côté? Vous allez remplir le formulaire et vous faites une demande générale. Vous n'allez pas faire une demande pour une bourse spécifique. Vous n'avez pas besoin de comprendre à quelle bourse vous êtes éligible. Ça, c'est le travail des collègues. Donc vous allez remplir le formulaire. Et
nous, on va regarder votre dossier et on va vous donner la bourse qui est la plus avantageuse pour vous selon votre dossier. Donc, il y a plusieurs types de bourses. Donc, les critères sociaux. Donc, si vous êtes boursier du Crous, donc là, un exemple, 400 € par mois. Et il y a le CRIF, donc le Conseil général de France aussi, qui donne une bourse sur critères sociaux, donc par rapport au quotient familial, pardon. Donc, soit 360 € par mois, soit 420 € par mois. Donc voilà, donc ça c'est nous qui allons regarder votre dossier selon les documents que vous nous donnez. Et l'autre bourse, c'est pour la partie Erasmus, donc c'est la slide suivante. Donc là, c'est si vous partez en mobilité Erasmus, ça dépend du pays. Donc chaque pays appartient à un groupe donc, par rapport au niveau de vie du pays. Et donc la bourse, le montant de la bourse change par rapport aux destinations du pays. Donc par exemple, si vous êtes éligible à la bourse Erasmus ou par exemple aussi à critères sociaux, nous on va regarder par exemple quelle est plus avantageuse. Donc si vous partez en Erasmus mais que par exemple vous êtes éligible aux critères sociaux et que vous pouvez avoir plus d'argent grâce à celle-là, on ne vous donnera pas la bourse Erasmus mais on vous donnera l'autre bourse pour que vous puissiez avoir une aide plus importante. Donc voilà. Donc là vous pourrez trouver tout ça sur le site internet. Oui. Johan, si tu peux me permettre, même certains étudiants qui ne sont pas éligibles à la bourse Crous ont parfois droit à l'aide à la mobilité, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait les mêmes critères. Donc, enfin, comme tu l'as dit, de toute façon, vous mettez toutes les pièces dans le dossier et c'est oui, les collègues. C'est ça. Si vous n'avez pas, oui, exactement. Si vous n'avez pas le droit, à la bourse sur critères sociaux. Donc ça c'est par rapport souvent aux revenus des parents. Vous pouvez donc avoir le droit à la bourse Erasmus. Et si vous partez pas en Erasmus et que vous n'avez pas le droit à la bourse des critères sociaux, c'est la slide suivante. L'université Saclay a une bourse, on appelle ça le bonus international. Donc c'est pour une petite aide à ceux qui ont le droit à aucune bourse. Donc c'est juste un paiement de 400 € qui fait toujours plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à remplir la demande d'aide et voilà, et on vous fait une réponse. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de remplir le formulaire entre le 15 mai et le 30 juin pour que vous puissiez avoir votre réponse courant juillet, avant la fermeture de l'université pendant l'été. Et on insiste bien sur ces dates-là parce que si vous faites votre demande après le 30 juin, votre demande ne sera traitée qu'en septembre à la rentrée. Donc c'est important. Vous ne pouvez pas cumuler plusieurs bourses. Vous ne pouvez pas avoir une bourse Erasmus et une bourse CRIF, par exemple. Si vous avez la bourse du Crous, vous gardez votre bourse du Crous et vous pouvez avoir une bourse en plus. Et vous ne faites qu'une demande. Oui, vous remplissez le questionnaire une seule fois et nous, on regarde par rapport à vos documents et on va vers vous avec une seule réponse. Ouais. Voilà. Et la slide suivante. Donc là, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais on peut passer rapidement. Donc c'est juste voilà ce que j'ai dit. Donc vous remplissez toutes les informations. Vous répondez aux questions, vous téléchargez les documents demandés. Comme ça, nous, on peut tout avoir. Et puis, à la fin, vous nous envoyez votre formulaire et comme ça, on le reçoit. Donc, les conditions de versement, donc très important. Donc, par exemple, on vous a dit que vous alliez avoir une bourse Erasmus. La bourse est versée au début de votre mobilité. Donc, si votre dossier est complet et qu'on vous a dit que vous alliez avoir cette bourse, quand vous arrivez à l'université d'accueil, vous avez une attestation d'arrivée à faire compléter et nous renvoyer sur le formulaire candidaté. Donc c'est le formulaire où je vous ai dit qui est en 3 parties, avant la mobilité, pendant la mobilité et après la mobilité. Et donc sur ce formulaire-là, vous allez pouvoir nous transmettre l'attestation signée par l'université d'accueil. Et à la réception de cette attestation, sous 3 semaines, maximum 1 mois, vous avez 70% de la bourse, du total de la bourse qui vous est envoyée sur votre compte. Et les 30% restants
à la fin de votre mobilité, quand vous nous renvoyez l'attestation de départ et bien, il remplit le rapport de fin de mobilité. Alors, j'essaie de questions en même temps. Alors, si vous partez au second semestre, c'est écrit dans l'email que j'ai envoyé avec les dates clés. Vous pouvez le faire soit tout de suite, vous allez pouvoir le faire un peu plus tard en novembre. Johan, excuse-moi, est-ce que je peux intervenir là? Je suis très surprise de la question de Mademoiselle Rakotondra Farah, parce que pour l'instant, moi, je n'ai nommé que des étudiants à l'année. Donc là, il y a probablement un malentendu entre nous. Nous, on autorise a priori les étudiants à partir que pour l'année complète. Cette année, exceptionnellement, à cause du Covid, on avait autorisé certains étudiants à reporter leur mobilité parce qu'ils n'avaient pas pu partir en septembre et ils sont partis. Quelques-uns ont pu partir, mais très peu en janvier. Donc là, je vous suggère, mademoiselle, de me faire un mail pour qu'on éclaircisse votre situation. Mais pour moi, vous êtes nommée pour partir à l'année et pas au second semestre. Donc là, on peut passer sur cette question. Voilà. Alors, je lis les questions en même temps. Donc, pour le Crous, vous pouvez, soit si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez envoyer un email à Outgoing parce que là, c'est un détail sur lequel je ne suis pas sûr si vous pouvez fournir celui d'avant ou pas. Donc, juste, je ne vais pas vous donner une fausse information. Si vous n'avez pas encore la réponse du Crous, envoyez un petit email à Outgoing pour voir et mes collègues qui s'occupent des bourses vous confirmeront ça si vous pouvez fournir le document de l'année dernière ou pas. Et pour les parents qui sont à l'étranger, alors pareil, c'est un cas un peu spécial. Je préfère vous demander de mes collègues, parce qu'on n'a pas le cas tout le temps, envoyer un email à Outgoing et elles vous diront exactement ce qu'il faut envoyer parce que c'est un autre document spécifique. Si vos parents ne sont pas en France et vous n'avez pas d'avis d'imposition à fournir. Pour ces deux cas-là, c'est important. Donc voilà, donc très important de bien respecter les deadlines pour ces demandes de bourse. Et voilà, donc j'insiste bien sur le fait que pour avoir la bourse le plus rapidement possible, quand vous arrivez à l'université d'accueil, il faut juste envoyer l'attestation d'arrivée qui est disponible sur le formulaire candidaté, sur le formulaire complétez votre dossier. Voilà. La réponse si vous avez la moindre question Oui, pour Paul Tingot qui demande s'il vaut mieux attendre d'avoir le relevé de notes final pour la L2 ou plutôt de mettre le semestre 1. Je pense que vous pouvez déjà mettre votre relevé de notes de premier semestre et compléter plus tard avec le relevé final. Oui, alors, pour quelle partie qu'il faut le relevé de notes? Je sais pas, Paul, c'est pour. Je pense que vous parlez plutôt pour Munich, pour l'université à laquelle vous devez aller. Oui, c'est ça. Mais de ce que j'ai vu, c'est valable pour quasiment tous les questionnaires, les documents à enregistrer. Et il demande les relevés de notes des années déjà effectuées, mais sachant qu'on n'a pas vraiment de date pour de rendu des relevés. Que vous avez reçu jusqu'à présent. D'accord, ok, très bien. D'accord, merci beaucoup. Ok, est-ce que je passe à la diapo suivante? Moi, c'est de mon côté tout. Je voulais juste dire que des questions. N'hésitez pas à envoyer un petit email à Outgoing et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. La lettre d'acceptation, comment faire si on n'a rien reçu? Elle est obligatoire, la lettre d'acceptation, Johan? Non, alors, sur le formulaire, il est bien écrit, il y a un petit i information à côté de la question, enfin de la section. Il est bien écrit que si vous n'avez pas la lettre d'acceptation, c'est pas grave, vous pourrez nous la transmettre quand vous l'aurez. Donc, vous pouvez soumettre le formulaire sans avoir cette lettre. Voilà. Ok.
Alors, je vais reprendre la parole. On répondra encore aux questions à la fin. Je vais juste finir là, simplement pour rappeler certains principes de vos engagements pendant cette année. Donc, déjà, j'insiste encore sur ce point de vérifier régulièrement vos mails Université Paris-Saclay parce que c'est par cette adresse-là qu'on communique avec vous. Je sais que vous utilisez bien souvent plutôt votre adresse personnelle, mais dans ce cas-là, faites un renvoi automatique si vous savez le faire ou alors consultez vraiment tous les jours votre adresse Paris-Saclay. Également, dès que vous serez arrivé sur place, et ça c'est important je pense aussi pour l'obtention de la bourse, hein, on l'a dit, c'est que vous devrez télécharger, nous envoyer enfin dans votre dossier l'attestation d'arrivée. Donc vous irez au service des relations internationales de l'université qui vous signera et tamponnera le fait que vous êtes bien arrivé sur place, que vous n'êtes pas parti en voyage. Voilà, vous pouvez aussi, vous recevrez des mails, surtout à partir du second semestre, probablement d'étudiants de L2 qui voudront des renseignements sur la mobilité, sur votre université où vous êtes. Donc, vous avez apprécié de pouvoir avoir ces réponses, donc on vous demande de bien vouloir aussi répondre aux étudiants. Bien sûr, vous nous enverrez vos résultats en fin d'année ou en fin de semestre. Déjà en fin de premier semestre. Alors, je vais dire un petit mot aussi sur les traductions des notes, parce que souvent vous avez des notes, bien sûr des relevés de notes en langue étrangère. Et pour les admissions en master, pour les candidatures en master, on vous demande une traduction. C'est à vous de faire cette traduction. Donc, vous présentez ça sous forme d'un tableau hein, et qui ressemble le plus possible à relevé de notes que vous avez reçu de votre université. Vous laissez la note que vous avez obtenue, par exemple, en Espagne. Vous faites une colonne avec note en Espagne. Bon, c'est noté sur 10. Et vous mettez une autre colonne avec note équivalente en France. Et vous aurez accès, soit on vous l'enverra, ou soit on le mettra sur le site, à des tableaux d'équivalence. Il y a des tableaux de conversion. Bon, on est en train de travailler encore pour affiner ça, mais dans un premier temps, on utilise ça. Et donc, il faut savoir que, par exemple, en Espagne, ce n'est pas une simple multiplication par 2. C'est-à-dire que quand vous avez un 8 en Espagne, un 8 sur 10, vous n'avez pas forcément un 16 sur 20 en France. Donc, en fonction du tableau, vous mettez, par exemple, le 8, il correspond à un 14. Voilà. Et vous me renvoyez ça. Moi, je vérifie, bien sûr, avec votre relevé de notes étranger que tout est correct. Et je le signe et voilà, je mets une petite annotation comme quoi la traduction est conforme. Alors, c'est pas une certification officielle, mais c'est pour vous éviter à chaque fois des frais de traducteur assermentés qui peuvent être assez élevés. Donc, et en général, ça suffit pour les candidatures en master. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez envoyé vos résultats à la fin de l'année, nous, on organise des jurés, on va organiser des jurys de validation et en fonction de vos notes. Alors, théoriquement, donc, les notes ne sont pas compensables d'une matière à l'autre parce que c'est des matières totalement indépendantes que vous allez suivre. Cela dit, si vous avez de très bonnes notes partout et il y a une matière où vous avez eu des difficultés, où vous n'avez pas tout à fait la moyenne, voilà, on va regarder l'ensemble de vos résultats avec mes collègues et en général, on vous valide votre année. Voilà. Mais essayez au maximum et parfois, il y a un rattrapage à passer, donc vous passez le rattrapage s'il faut. Et c'est là que peuvent intervenir aussi les fameux 6 ECTS pour le rapport de mobilité et la vidéo qui peuvent vous permettre justement, si vous n'arrivez pas tout à fait à ces 60 ECTS validés, nous on vous rajoute ces 6 ECTS et du coup vous validez votre année. Et donc on va vous délivrer dans un premier temps une attestation de réussite en licence dès qu'on a tout est OK et plus tard bien sûr votre diplôme de Jean Monnet, votre licence. Donc voilà, le rapport de mobilité, j'en ai déjà parlé. Alors, facultatif, mais tellement apprécié, des témoignages, des photos. Les autres années, là, cette année, depuis 2 ans, à cause du Covid, on a un petit peu arrêté ça, mais même on fait un concours photo. Il y a 2 ans, on avait fait un concours photo qui avait bien marché, ou avec des prix, des bons d'achat à la FNAC. Donc, l'année prochaine, j'espère qu'on va pouvoir remettre ça. Donc, n'hésitez pas à faire des photos qui illustrent. Là, vous avez quelques images du Canada, je pense. Oui, c'était des étudiants qui étaient à Montréal, ça.
Et voilà, préparez-vous maintenant à vivre une superbe aventure, mais ne vous soyez pas étonnés d'avoir des petites baisses de morale. Et on a inclus ce schéma qui est assez intéressant parce qu'on a constaté qu'il se révélait très souvent assez exact. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes super content, everything is new, interesting and exciting. And then when you arrive there after a few days, maybe, it becomes apparent that there are many differences between what you were expecting and what you actually are facing. And so many problems occur and frustration sets in. So you may feel homesick, depressed and helpless. Bon, je parle en anglais, je pense que ça pose problème à personne. So you may be quite down. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez ces petites baisses de morale. Il peut arriver, nous parfois, ça nous est arrivé quelques fois, d'avoir des étudiants qui, dès le 15 septembre, nous écrivent en disant ah non, ça va pas du tout, je veux rentrer, j'ai le moral au fond des chaussettes. Voilà. Donc, en général, on arrive à les convaincre que ça va passer. Et après quelques temps, ça se passe mieux. Vous vous rendez compte, comme il est dit ici, que voilà, vous pouvez justement développer des stratégies pour faire face aux difficultés, aux sentiments négatifs. Vous allez rencontrer des gens et on insiste vraiment là-dessus, c'est-à-dire essayer vraiment de ne pas rester isolé. Il y a souvent dans les universités une semaine d'accueil qui est organisée pour les étudiants Erasmus. Donc, si vous pouvez être présent, arriver avant cette semaine-là, c'est vraiment important parce que des fois, il y a même des visites de la ville, de l'université qui sont organisées. Vous rencontrez des étudiants qui viennent comme vous ou des étudiants Erasmus qui viennent de tous les pays. Et inscrivez-vous si c'est possible à des activités sportives. Je me rappelle, j'ai une étudiante en Espagne qui avait fait du flamenco. Voilà, des choses qui vont vous permettre de rencontrer des gens et de vous sentir mieux et de vous rendre compte justement que les différences culturelles, bah, c'est ça aussi qui vous permet de vous élargir et d'acquérir une maturité, une ouverture vers le monde, qui est aussi le but, je dirais presque le but premier d'une année de mobilité. Voilà. Et puis après, au bout d'un moment, à la fin de l'année, vous allez être content de rentrer chez vous. Et puis quand vous allez rentrer, justement, souvent, les étudiants ont de nouveau une baisse de morale. Ils peuvent se sentir un petit peu déprimés. Mais là encore, hein, il faut se réajuster à la vie à la maison. Voilà. Donc, vous verrez tout ça. La clé, vraiment, c'est de ne pas rester isolé. C'est-à-dire que dès que vous n'allez pas bien, eh bien, cherchez de l'aide. C'est-à-dire, envoyez-nous un mail. Nous, on est toujours à l'écoute. Voilà, si ça ne va pas, on réagira. Et aussi auprès du service des relations internationales sur place, parce que les collègues, les partenaires sont aussi au courant et rencontrent ce même genre de difficultés. Alors, c'est vrai que cette année, avec le Covid, ça a été plus difficile, certainement. Mais franchement, sur les 80 ou 90 étudiants de Jean Monnet qui sont partis, on en a eu un qui est rentré au bout d'un semestre et qui lui a fait une dépression. Mais je pense qu'il avait d'autres problèmes familiaux, de santé de sa maman, etc. Donc, il y a eu plein de choses qui sont venues s'ajouter au fait qu'il s'est retrouvé tout seul dans sa chambre universitaire et à pas avoir envie. Il avait manqué justement la semaine d'intégration au début, donc il est arrivé, il connaissait personne, et donc lui, on l'a autorisé à rentrer au bout d'un semestre. Mais tous les autres, et j'ai encore eu un mail cette semaine d'une étudiante qui était en Angleterre, et pourtant, Dieu sait que l'Angleterre a été strictement confinée. Elle m'a remercié encore, elle m'a dit j'ai passé une année extraordinaire, elle était à Coventry, voilà, elle m'a remercié pour cette opportunité. Et la plupart, en Espagne, en République tchèque, en Pologne, tous ceux qui sont partis ne regrettent absolument pas d'être partis, même si leur Erasmus n'est pas l'Erasmus qu'ils auraient peut-être voulu vivre. Mais alors, attendez, je voulais voir cette fois, mais ça n'a pas l'air de marcher non plus. J'arrive pas. J'ai des problèmes d'abord avec Je voulais vous montrer une petite vidéo. Écoutez, de toute façon, on va mettre la présentation PowerPoint sur le site et regardez les petites vidéos quand vous aurez 5 minutes. Ça dure 2-3 minutes à chaque fois. Et la dernière slide, alors c'est les adresses. Alors, j'aurais dû modifier parce que Madame Wagner en ce moment est en congé maladie
ça risque de durer un petit moment. Donc, bon, il y a bien sûr moi, plutôt pour les questions pédagogiques, les questions de cours. Pour tout ce qui est administratif, c'est Madame Mechkan, donc qui est maintenant la responsable du service des relations internationales à Jean Monnet. Bon, Madame Placidifro, évitez de lui envoyer trop de mails parce que je crois qu'elle a suffisamment à faire avec d'autres choses. Et l'adresse générique, alors l'adresse des RI, vous pouvez toujours mettre en copie RI puisque c'est une adresse, on la reçoit tous. Mais moi, personnellement, je préfère recevoir quand même sur mon adresse personnelle quand ça me concerne. Hein. Et puis, voilà, l'adresse outgoing, donc pour toutes les questions plutôt de bourse ou choses comme ça, c'est à outgoing, ça c'est la DRI, la Direction des Relations Internationales, donc mon collègue Johan, notre collègue Johan, et puis d'autres collègues qui travaillent là-bas. On a fait le tour des diapos, donc je pense que je vais arrêter le partage. Et par contre, s'il y a des questions, bien sûr. Alors, à propos du retour en France et des candidatures en master, j'ai eu de nombreux retours comme quoi une expérience à l'étranger était rarement bien vue lors de la sélection. Pouvez-vous me donner votre ressenti sur la question? Je vais laisser la parole à ma collègue Delphine. Oui, merci. Je m'attendais à cette question qui est une question malheureusement récurrente et qu'on espère un jour enfin voir disparaître. Johan, j'espère que tu prends note, hein, qu'on a encore cette question en 2021. C'est une question qu'il faut vous poser, bien entendu. Nous, on travaille de plus en plus et désormais avec la mise en place des graduate schools, donc, qui gèrent tout le cycle master, doctorat, centre de recherche. Et on travaille avec notamment la graduate school en droit et en économie et management, à lever ces freins et ces verrous à la mobilité. En réalité, il y a très peu, je parle là surtout sur le droit, parce qu'en économie-gestion, au contraire, c'est un atout incontestable et quel que soit le master auquel vous candidaterez. En droit, il y a quelques masters spécifiques, je pense en particulier au droit pénal, qui sont des masters qui sont très franco-centrés et pour lesquels une mobilité à l'étranger peut effectivement être pénalisante, mais c'est vraiment l'exception. Si vous pensez par exemple au droit notarial, en Master 1 et Master 2 droit notarial, il y a des stages à l'étranger qui sont obligatoires. Et donc, la mobilité est en général un atout. Après, ce qui est important, c'est d'une part de bien valider votre année à l'étranger. Hein, donc, vous ne partez pas en vacances à l'étranger. Hein, ce n'est pas l'auberge espagnole. C'était une référence qui date un peu pour vos générations. C'était plutôt ma génération, mais ce n'est pas une année c'est une année de découverte, d'enrichissement, de maturité exceptionnelle, mais c'est d'abord et avant tout une année de travail. Vous allez étudier à l'étranger. Et vous pourrez profiter de vos week-ends, de sorties, etc. Mais d'abord et avant tout, vous vous êtes battu et on sait dans quelles conditions difficiles en L1 et en L2 pour obtenir vos 2 années de licence de droit ou d'économie-gestion. Il faut continuer à travailler intensément puisque vous le savez, il y a une sélection maintenant à l'entrée en master. Donc, si vous avez de bonnes notes à l'étranger, que vous validez bien vos différents cours, que vous continuez à mener des activités en parallèle, associatives, que vous faites des stages ou des petits boulots, que vous faites mûrir votre CV, que vous découvrez également certainement des opportunités, voire une motivation pour candidater sur des masters. Tout ça va enrichir votre candidature. Mais c'est à vous de construire votre parcours, de lui donner sa cohérence. Soyez très vigilant, là encore, sur le choix des matières que vous allez suivre. Ça peut être un atout, justement, de bien sélectionner les matières que vous allez suivre à l'étranger pour construire la cohérence par rapport à vos candidatures en master. Vous pouvez vous faire plaisir avec un cours un petit peu atypique, mais n'hésitez pas à déjà sélectionner des cours qui montreront votre intérêt pour le patrimoine culturel, pour le droit de l'environnement, pour la propriété intellectuelle, le droit spatial ou le droit aérien, parce que vous verrez, vous allez avoir accès dans la plupart des universités à une offre de cours en anglais ou en allemand ou en espagnol, etc., en italien, qui est souvent bien supérieure à l'offre que vous avez en L3 à Jean Monnet. D'accord? Donc, c'est aussi ça qu'il faut pouvoir valoriser. C'est des cours différents, innovants, d'autres formes de pédagogie. Et on essaye de vous accompagner là aussi, hein, et notamment avec la DRIE, pour savoir valoriser dans vos CV, dans vos lettres de motivation, l'année à l'étranger. Il ne suffit pas d'avoir une ligne sur le CV.
en expliquant l'année à l'étranger. Il faut le valoriser. Je suis en train de commencer les sélections en Master 2. Je dirige 2 Master 2. Je reçois des lettres de candidature et des CV d'étudiants qui ne savent pas valoriser leur année à l'étranger. Alors même que c'est quasiment une obligation, moi en tout cas dans les Master 2 dont je m'occupe, en particulier diplomatie, négociation stratégique, les étudiants qui n'ont aucune expérience préalable à l'étranger ou en gouvernance de projets de développement durable au Sud, disons qu'ils partent avec un petit peu des points de retard dans leur candidature. Donc, dans la plupart des cas, c'est une valorisation de votre CV, mais ce n'est pas parce que vous êtes parti à l'étranger que ça suffit. Il faut savoir justement le mettre en valeur par les choix des matières, etc. Alors, tout à fait, Jade, je réponds. Si vous voulez faire un master de droit pénal, c'est l'un de choisir la matière ou les 2 matières de droit pénal en EAD que vous pouvez suivre en parallèle. Comme ça, vous pouvez avoir cette attestation d'assiduité. Et là encore, il faut le valoriser dans les candidatures pour les masters. De bien expliquer que vous avez découvert le droit pénal écossais ou suédois, etc. Mais qu'en parallèle, vous avez aussi avancé dans votre connaissance du droit pénal français et européen. Paul, vous avez une question peut-être? On peut vous donner la parole? Oui. Alors, c'est une question qui va pas servir forcément à tout le monde, mais donc par rapport à l'Allemagne, les études en Allemagne, Oui. déjà, par rapport aux ECTS, il me semble qu'en Allemagne, c'est des SWS. Est-ce que ça est le même système ou pas? Je pense que c'est le même, système. Mais ça, vous devriez trouver les informations sur le site internet de l'Université de Munich. D'accord. Mais Et ensuite, c'était plus une question par rapport au choix des cours, sachant que l'allemand, c'est pas forcément où le vocabulaire juridique, etc., est est pas encore acquis. Est-ce qu'il vaut mieux prendre des cours qui vont être plus basiques, comme on a pu en avoir en L1, etc., ou est-ce qu'on peut se permettre de prendre des cours qui nous intéressent plus à première vue, mais qui seront ça, plus difficiles à c'est un comprendre petit au peu début? une question à laquelle vous pouvez répondre. Moi, je ne connais pas votre niveau d'allemand. Ma collègue d'allemand a validé le fait que vous étiez capable de suivre les cours en allemand. Donc, je pense que si vous arrivez en Allemagne un petit peu en avance, d'ailleurs, souvent les universités, j'en ai pas parlé, proposent des cours aussi de langue ou voilà pour vous remettre un petit peu dans le bain. Donc après, c'est à vous de savoir si vous vous sentez capable d'aborder des notions complexes en droit en allemand dès le départ ou si vous avez peut-être besoin au premier semestre de vous rassurer et puis de prendre des cours plus compliqués au second semestre. Ça, Delphine, tu veux intervenir? Oui, pour compléter ce que tu viens de dire, Brigitte, moi, je vous invite, vous avez 4 mois pour préparer votre mobilité et vous avez 4 mois pour vraiment vous préparer aussi linguistiquement, c'est-à-dire commencer à continuer, parce que j'espère que vous avez déjà commencé, à écouter la BBC, à lire la BBC pour l'anglais, à lire le Frankfurt Allgemeine Zeitung ou d'autres. Lisez, écoutez des émissions, des podcasts, regardez des blogs d'actualité, et puis faites-vous un lexique bilingue, et l'idéal, c'est même trilingue, c'est-à-dire profitez de cette année à l'étranger pour non plus oublier le français, loin de là, mais pour vraiment travailler votre plurilinguisme. C'est-à-dire, là, si vous avez la chance d'aller en Allemagne, suivez des cours en allemand et en anglais, si c'est possible. Et essayez également de préparer justement tout ce vocabulaire juridique, tout ce que vous pourrez faire. Faites-vous un glossaire juridique. Il y en a déjà sur Internet. Vous pouvez aussi en acheter d'occasion sur Internet, des versions papier. C'est toujours bien d'avoir un dictionnaire papier aussi. Mais vous avez 4 mois pour vous préparer linguistiquement. Voilà, c'est vraiment un atout, parce que c'est vrai que, comme à Jean Monnet, les cours démarrent vite, et c'est bien d'avoir déjà un petit peu des prénotions. Alors, moi, je reprends la parole. Je voulais répondre à Victoria pour le Québec. Alors, je suis étonnée parce que normalement, Victoria, je pense que j'ai déjà approuvé votre plan de cours. Et pour le Québec, effectivement, c'est bien 15 crédits dont vous avez besoin, même s'il est vrai que les Canadiens ou les Américains, souvent, ne suivent que 4 cours par semestre, ce qui correspondrait à 12 ECTS. Mais, à 12 crédits, donc à 24 ECTS. Mais pour nous, c'est insuffisant. Donc, nous, on demande aux étudiants de suivre bien 5 cours canadiens
par semestre pour bien avoir les 30 ECTS correspondants. Donc, si ce n'est pas le cas, effectivement, il faudra corriger votre plan de cours. Oran, vous avez demandé la parole. Oui, bonjour. Alors moi j'ai une question, mais c'est un peu, enfin ça concerne pas tout le monde, c'est pour l'université de Marbourg, parce que Oui. on est plusieurs à partir là-bas, on n'a eu absolument aucune nouvelle, et du coup je vous avais contacté, et vous m'avez répondu de les contacter eux, et on a aussi cherché sur leur site. En fait, sur leur site, il n'y a aucun papier, aucun document qui est à jour, donc on peut Oui. absolument rien faire, ni récupérer des learning agreements, ni Bon. s'inscrire ou quoi que ce soit. Et je leur ai D'accord. envoyé un mail pour leur dire que bah, justement il n'y avait rien et que j'étais étudiante Erasmus chez eux et qu'on avait besoin de certains documents. Et ils m'ont répondu que en gros leur site n'était pas à jour, mais qu'ils ne savaient pas du tout quand est-ce qu'ils allaient s'en occuper et qu'il fallait juste attendre. Mais du coup il nous manque plein de papiers, donc je ne sais pas trop quoi faire. Ben, je sais pas, Johan, est-ce que tu peux répondre si les étudiants n'ont pas encore reçu leur lettre et tout ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'ai juste pas entendu de quel lycée. C'est l'université Ça a de coupé. Marbourg. C'est l'université C'est de Marbourg. Marbourg, l'université Philips. Et donc moi, le problème, c'est exactement, c'est quoi? moi, j'ai envoyé un mail. Pour candidater parce auprès de l'université? Oui, j'ai envoyé un mail déjà il y a un mois parce qu'il n'y a pas de procédure de nomination officielle, j'ai pas trouvé, donc j'ai envoyé un mail et on n'a aucune réponse. Les étudiants ont essayé de les contacter et ils ont dit qu'ils étaient en retard, qu'ils savaient pas trop. Donc en fait, les étudiants n'ont aucun document pour l'instant, mais ils peuvent préparer quand même leur mobilité en ligne, non? Oui, alors oui, en ligne, ça c'est sûr. Et si tu veux, Brigitte, Voilà, ça coupe de nouveau. oui, On et je t'entend vais pas. voir ce que je peux faire de mon côté. D'accord. Bon, bah écoutez, renvoyez-moi un mail, Oran, pour me signaler ce que vous avez eu comme réponse et on va essayer, nous, de faire bouger les choses aussi. Oui, ça marche. Merci. Ok. Alors, il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a à peu près répondu à toutes les questions des étudiants? Un nouveau message. Existe-t-il des aménagements pour les étudiants en situation de handicap pour les cours et examens? Alors, oui, il faut que vous vous manifestiez. À ce moment-là, vous nous envoyez un mail pour m'expliquer un petit peu. Mais souvent, les universités nous demandent d'ailleurs. Oui, Lola, envoyez-moi un mail à ce sujet, s'il vous plaît. Noah, concernant la preuve de capacité financière, devons-nous avoir la somme estimée sur notre compte bancaire? Alors ça, je ne sais pas. Johan, pour le Canada, est-ce que tu as la réponse? Je pense que ça dépend des visas et des pays. Donc ça, faut regarder sur le site du pays en question. Donc pour le Québec, par exemple, ça dépend, c'est spécifique à chaque type de visa et de pays. Donc ça, faut regarder sur le site du pays concerné. Ouais. Parce que effectivement, si vous avez la preuve que vous aurez Alors, le versement, il n'est pas mensuel, hein. Noah, j'insiste, apparemment, vous avez du mal à comprendre ça. J'ai vu une autre question. C'est que vous recevrez 70% de la bourse au départ et le restant à la fin de la mobilité. Ce n'est pas un versement mensuel, c'est versé en 2 fois. Voilà. Tu confirmes, Johan, hein, c'est bien ça? Exactement. Toutes les aides à la mobilité données par la DRIE, donc l'université, sont payées en 2 fois, sauf celles qui n'ont le droit à aucune aide. Donc l'aide de 400 € qu'on donne, c'est un seul versement. Mais Oui, sinon, toutes les autres bourses sont payées en 2 fois. D'accord. Alors, j'ai vu plusieurs questions sur le niveau d'anglais. Alors, les universités, normalement, dans les contrats Erasmus, dans les partenariats Erasmus, n'exigent pas un document officiel, par exemple un diplôme de Cambridge ou IELTS. Par contre, elles peuvent demander que vous certifiez de votre niveau de langue et dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail et moi, j'ai
un document tout prêt, je change le nom simplement et je le signe, je le tamponne et ça suffit pour certifier votre niveau d'anglais. Donc, Noémie, vous pouvez m'envoyer ce mail et puis je vous enverrai le document qui correspond. Oui, tout ce qui est contrat pédagogique, c'est moi. Donc, quand vous devez indiquer un contact sur place, si c'est quelque chose de pédagogique, comme le plan de cours, c'est mon nom et mon adresse que vous mettez. De toute façon, le contrat Erasmus, là, que vous allez remplir, on va le mettre, il sera pré-rempli, on va le rendre accessible. Il sera pré-rempli avec mes coordonnées déjà dedans. Si on n'a pas reçu le mail de l'université, ça arrivera bientôt. Ben oui, Lisa, je ne sais plus. Où est-ce que vous partez, Lisa? Si vous pouvez me préciser. À Carlos III. Donc, votre nomination est faite. Normalement, j'ai envoyé enfin, c'était même fait en ligne. Oui, alors Ferréol, vous aviez parlé d'ISEG au Portugal. Le problème, c'est que leur plateforme ne marche pas, mais pas d'inquiétude, on a encore le temps. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas eu de nouvelles, mais je vais régler ça normalement cette semaine. Et voilà, il faut savoir que l'Espagne, le Portugal, même l'Italie, souvent, même l'Allemagne, hein, leur calendrier est assez tardif et il peut arriver qu'ils répondent beaucoup plus tard, des fois début juin. Hein, mais enfin bon, tous ceux qui n'ont pas reçu de nouvelles, vous pouvez quand même m'envoyer un petit mail et je vous dirai si c'est normal ou au besoin, je relancerai l'université d'accueil pour savoir s'ils ont bien reçu la nomination. Hein. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clore la session. La session est enregistrée, donc les étudiants qui n'ont pas pu assister ce matin, je pense que soit vous pourrez leur donner des nouvelles vous-même ou ils pourront avoir accès à cet enregistrement. Et sinon, bah écoutez, j'espère que ça éclaircit, ça vous a permis de… Est-ce qu'on peut vous contacter si on rencontre des difficultés concernant les formalités d'immigration pour le Canada? Oui, bien sûr. Là, je pense que ça sera plutôt outgoing qu'il faudra contacter parce que le Canada, c'est plutôt géré par Orsay. Comment on accède à l'enregistrement? Alors, bonne question. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je sais que je suis en train d'enregistrer. Après, je pense que sur eCampus, on pourra vous envoyer un lien ou le rendre accessible sur, je sais pas, Sadja, tu sais, ou Delphine? On va voir avec Sadja parce qu'en fait, il est enregistré sur l'espace du service des relations internationales, mais c'est un espace administratif. Privé. On va voir avec Sadja ou avec la communication ou le service informatique, comment on peut le mettre sur la page RI. Oui, on le mettra à ce moment-là sur la page, sur le site internet. Sur le site internet, sur l'intranet, Jean Monnet, on va voir. Voilà. D'accord. On donnera l'information sur la page Facebook ou sur la page. Voilà, sur le site. Ok, bah écoutez, il y a pas de problème de son, mais oui, il n'y a pas de souci, je mettrai ça sur le site. D'accord. Voilà. Merci à tous pour d'avoir assisté. Si vous étiez bien nombreux, c'est bien. On avait insisté parce que c'est important. Il y a quand même beaucoup de questions auxquelles… Oui, idem pour la présentation. On la mettra également sur le site internet. Il n'y a pas de problème. Sur le site de la faculté, rubrique internationale. Et après, vous trouvez les présentations. Elles sont accessibles. On avait mis celle de janvier et puis on mettra celle-ci aussi. Ok, bah écoutez, bon courage pour la suite si certains ont encore des examens à passer et puis bonne préparation à tous et voilà, passez tous un bel été qu'on espère un peu plus libre et détendu que l'année qui s'est écoulée. Voilà. Oui, donnez-nous des nouvelles. On apprécie toujours d'avoir des nouvelles à votre retour et même pendant votre année, hein, bien sûr.
Alors, je suis un peu désolée, j'ai loupé une partie de la réunion parce que j'ai eu du monde dans le bureau. C'était pas. Je crois que tu peux faire l'enregistrement après. Ah oui, pardon. Brigitte. Alors attends, hop.